Alors, évidemment, moi ici c'est la scène que je préfère, d'abord parce que vous êtes là, mais il y a d'autres scènes dans les autres tentes. Elles commencent leur programmation dès maintenant. Si vous voulez aller y faire un tour, vous pouvez. Il y en a un peu partout. Elles sont indiquées en haut des chapiteaux. Alors, ici, à tous engagés, nous voulons vous rencontrer, nous voulons vous écouter, mais nous voulons aussi vous inspirer. Et tout au long du festival, des entrepreneurs, des volontaires, des porteurs de projets viendront devant vous partager leurs histoires, leurs envies et leurs défis. Ça s'appelle les REDX. Les règles sont simples. C'est une personne face à vous, debout, pendant 10 minutes. C'est un moment privilégié pour démontrer que chacun peut se réaliser à travers de son engagement, avoir un impact social très fort, partager une vision inspirante sur le futur et surtout que cette vision soit sociale et solidaire. Croyez-moi, c'est assez intimidant d'être ici, debout, face à vous tous. Donc je compte sur vous pour soutenir comme il se doit le premier intervenant à relever le défi. Il vient vous parler de santé et de révolution numérique. Merci d'accueillir comme il se doit Monsieur Jean-Louis Davet, directeur général délégué du groupe Vive. Bonjour. Bonjour, donc j'aurais pu rebondir sur ce qu'il a dit à l'instant, parce que je vais vous parler de santé. Donc je ne vais pas vous redire encore ce qui a été largement débattu, à savoir que les nouvelles technologies nous font vivre un moment exceptionnel dans le monde de la santé. Intelligence artificielle, ça a été dit, prothèses bioniques reliées au cerveau par des fils de silicium, des thérapies géniques ciblées grâce au séquençage du génome. Maintenant, on connaît beaucoup mieux la structure moléculaire de notre ADN. Donc ce sont des progrès qui sont absolument indéniables. Mais ils sont indéniables à un tel point qu'ils permettent tous les fantasmes et toutes les extrapolations. Vous avez certainement entendu parler de transhumanisme, d'homme augmenté. On nous promet l'immortalité, alors par deux façons, soit par éradication des facteurs de vieillissement, soit encore par téléchargement de la conscience sur la machine. Bon, alors quand on parle de santé, de protection sociale, il faut raison garder. Il y a effectivement beaucoup de phénomènes qui sont à l'œuvre, mais ne cédons pas ni aux engouements, ni aux peurs millénaristes. Alors, néanmoins, des choses se passent. Et dans le groupe Vive, qui est un groupe qui est mutualiste, qui protège en santé 20% de la population française, nous avons aujourd'hui une seule question. Et la question, c'est comment exercerons-nous notre mission dans le monde de demain, qui est une mission de protection solidaire, dans le monde de demain, et un monde qui sera éminemment tiré par le numérique, et qui plus est par un numérique qui n'en est qu'à l'adolescence. Un numérique qui aura considérablement évolué par rapport à celui que nous connaissons. Et quand on se pose cette question-là, on voit surgir un certain nombre de défis, et j'en partagerai juste 3 avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est le défi de la personnalisation. Je parlais tout à l'heure de la génétique, des thérapies ciblées. Bien évidemment, se faire séquencer son génome permet de connaître avec précision la structure de ses gènes. Et derrière ça, d'ores et déjà, il y a un mythe qui se propage dans la société, qui est la résurgence du déterminisme de l'existence. Parce qu'on connaît sa carte génétique, on sait exactement à quoi on serait condamné. On sait exactement quelle maladie on pourrait contracter. On va jusqu'à dire, d'ailleurs, on ne pourra plus assurer la population parce que le prime serait beaucoup trop élevé pour ceux dont on connaît le risque. Bon, donc ça, c'est la version la plus négative. Alors, il faut, là aussi, je disais tout à l'heure, raison garder. Quand on dispose d'indications comme ça sur son génome, ce sont des probabilités. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne va être plus exposée à une maladie, mais on sait aussi qu'elle sera davantage réceptive à certains traitements. Et tout ça est exprimé en termes de probabilité. Donc il n'y a pas de déterminisme de l'existence. Il faut casser cette idée définitivement. Pour autant, nous aurons tous accès de manière plus détaillée à des éléments sur notre santé. Et bien évidemment, l'assurance santé ne sera pas tuée parce que l'aléa subsistera, la sécurité sociale ne sera pas tuée, mais elle disposera de beaucoup plus d'éléments qu'avant. Et on imagine tout de suite, bien sûr, des segmentations plus fines de l'assurance santé. Bon. Donc ça, c'est un risque qu'on met souvent en avant. Moi, il y en a un autre que je trouve socialement peut-être encore plus déterminant, parce que l'autre, on peut le régler par des règles. La réglementation peut empêcher de segmenter et de tirer parti de ces éléments. Il y en a une autre.
Vous prenez une population et vous dites, compte tenu de ce qu'on sait maintenant, grâce aux nouvelles technologies sur cette population, il y a 60% de risque de contracter telle maladie. Donc ça, c'est facile à comprendre. On se dit, il y a une population, il y en a 6 sur 10. Par contre, quand l'individu aura, par le progrès médical, connaissance d'une probabilité de 60% le concernant, lui, comment va-t-il réagir? Qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est bien? C'est pas bien? Quel désarroi? Et là, vraiment, à mon sens, il y aura un accompagnement à mettre en place, parce que ça va nous arriver. Ça va nous arriver, la connaissance va aller augmentant, et bien évidemment, nos systèmes de protection sociale qui ont été construits sur des bases pendant lesquelles ces données, ces éléments n'étaient pas disponibles, va être considérablement bouleversé. Si je reste encore sur la personnalisation, un troisième point, c'est la prévention. La prévention, vous savez qu'en France, on finance très peu la prévention. La sécurité sociale la finance peu. Les assureurs la financent peu parce qu'ils ont peur que les effets à long terme de la prévention, finalement, ne réduisent les dépenses qui seraient occasionnées pour le concurrent d'après, celui qui récupérerait l'assuré. Et l'individu n'est pas prêt à financer ces actions de prévention. Alors, il y a une solution à ça, possible, c'est, compte tenu de toute la connaissance qu'on aura accumulée technologiquement, c'est être capable d'expliquer beaucoup plus précisément à l'individu que non, il ne suffit pas de manger en général 5 fruits et légumes, c'est compte tenu de tes éléments, etc. Là, en faisant ça, tu accéderas à une meilleure santé et de le prouver. Ça, on peut le faire techniquement, petit à petit. Il y a juste un problème qui est un vrai dilemme, c'est que pour offrir des services comme ça de prévention qui sont hyper personnalisés, il faut pouvoir accéder à des données extrêmement intimes sur l'individu. Et où est-ce que je place le curseur entre mon désir de personnaliser l'aide, de personnaliser le service, et celui de protéger au maximum l'intimité et les données de santé du patient? Alors, quand on est un groupe mutualiste comme nous, on ne sait pas répondre à la question, bien évidemment, on ne se sent pas libre de choisir où placer le curseur. Donc la décision qu'on a prise, c'est d'en discuter avec les adhérents, avec les membres, en faisant preuve du plus possible d'esprit pédagogique. On parlait d'éducation tout à l'heure, bien évidemment, l'éducation est un élément absolument majeur. Donc, nous aurons là, tous, un effort considérable à faire pour être capable d'aborder ces enjeux. Alors ensuite, je vais parler d'un deuxième défi qui est celui de l'accès, de l'accessibilité. Et j'ai envie de le paraphraser. Vous avez sans doute entendu parler de la théorie du ruissellement. Je pense que cette théorie a des limites. Alors c'est quoi la théorie du ruissellement? La théorie du ruissellement, c'est qu'on sait que les thérapies les plus performantes, les plus ciblées, les plus modernes, en général, profitent aux couches de la population les plus aisées, dans un premier temps. Et ensuite, c'est très élégant comme terme, j'aime beaucoup, ruisselle vers les autres strates de la population. C'est vrai, on l'a observé sur de nombreux traitements dans l'histoire. La seule question, c'est est-ce que ça va continuer? Et ce n'est pas du tout évident parce qu'à l'époque où on considérait cette théorie du ruissellement, eh bien, on était sur une médecine qui était purement réparatrice. On remettait les gens sur un pied d'égalité par rapport à des normes de bonne santé. Avec l'évolution qu'on va connaître, on va aller de plus en plus vers de la médecine augmentée, personnalisée, prédictive, où là, la volonté de l'individu pourra être d'aller au-delà de la moyenne. Et au fur et à mesure que la démocratisation se verra sur ces soins de plus en plus sophistiqués, eh bien, beaucoup d'individus vont s'extraire encore de la moyenne pour franchir le cap d'après. Donc, ce n'est pas du tout sûr qu'on puisse continuer comme ça à bénéficier, faire bénéficier toute la population de ces éléments. Et puis, il y a un autre point, qui est la vitesse du progrès. Cette vitesse, elle est en ce moment hallucinante. Et est-ce que nous aurons le temps, au fur et à mesure que le progrès évoluera, de faire bénéficier toutes les couches de la population de ces progrès successifs? Puisque l'image est fort peu élégante du ruissellement, je vais la garder. Et si vous observez un véhicule lancé à grande vitesse, vous regardez le pare-brise, il est très rare que les gouttes de pluie qui tombent en haut du pare-brise arrivent jusqu'en bas. Je pense qu'on peut garder cette analogie. Il n'est pas du tout sûr qu'à l'avenir, nous puissions continuer à irriguer l'ensemble de notre population par cette théorie. Dernier point, l'éthique. L'éthique est évidemment présente. Là, le numérique, on en a parlé beaucoup. Le numérique, c'est quoi? C'est une trinité. Le numérique, c'est les données, les algorithmes, les programmes et les machines. La donnée, les données de santé sont extrêmement importantes. Je l'ai illustré tout à l'heure. Mais puisqu'elles sont importantes, on va avoir des enjeux pour la population de patrimonialité de ces données de santé, de
marchandisation possible, de partage. Et la manière dont nous répondrons socialement à ces questions va dépendre de la manière dont nous considérons ces données. Est-ce que nous considérons que ce sont simplement des empreintes dans le monde numérique de notre comportement, ou est-ce que ce sont des composants qui font partie intégrante de notre être? Et ça, dans un monde qui est de plus en plus numérique, on peut s'interroger sur le statut de la donnée et d'ailleurs avoir des échos possibles avec toutes les discussions sur les organes. Donc, un problème à aborder, celui de la donnée. Les algorithmes, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans la santé et en médecine. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, des programmes qui apprennent eux-mêmes, en grande partie, et qui apprennent à partir des données de santé qu'on va leur donner. Mais on sait très bien que suivant les jeux de données, à partir desquels l'intelligence artificielle va précisément apprendre, on peut induire un certain nombre de valeurs morales ou pas, consciemment ou pas, que ce soit par les données ou que ce soit par les développeurs qui écriront les programmes eux-mêmes. D'où les questions qui sont devant nous de la transparence des algorithmes, de l'intelligence artificielle, alors même que l'intelligence artificielle, ça a été dit, sera de plus en plus développée en santé. Et puis la machine, tout simplement, l'hybridation homme-machine, on sait très bien que ça va remettre en cause le périmètre de la nature humaine proprement dite. Donc voilà, nous sommes avec devant nous un certain nombre de grandes tendances qu'il va falloir aborder. La bonne nouvelle, c'est que ces tendances ne sont pas déterministes. Elles vont s'entrechoquer les unes les autres. Il va y avoir des tensions considérables dans ces différents mouvements de l'économie. Et ces tensions, leur réalisation est encore imprévisible. Et c'est là que prend sens tout l'engagement. C'est que nous devons peser. Nous ne devons pas considérer l'innovation à tout crin comme un dû. Il faut toujours réfléchir par rapport au but que nous avons. Et ça, c'est précisément la mission que la mutualité dans son ensemble veut aborder. C'est une nouvelle mission. C'est d'être capable de peser sur le monde de la santé tel qu'il est en train de se définir devant nous pour que nous puissions en tirer le meilleur parti. C'est notre engagement et c'est l'engagement de vivre. Je vous remercie. Bonne journée.